Bonjour à vous, mon nom est Gabriel Parent-Leblanc, je suis biologiste et détenteur d'une maîtrise en environnement. Étant un environnementaliste convaincu, j'écris depuis près d'une quinzaine d'années des articles sur la sensibilisation par rapport à la protection de l'environnement. Dernièrement, j'ai eu l'idée de produire certains de mes articles en vidéo et puis j'ai pensé commencer par un sujet qui me touchait beaucoup, soit le traitement des eaux usées au Québec ou dans ce cas-ci le non-traitement. Bon visionnement! Saviez-vous qu'en 2019, l'ensemble des municipalités du Québec ont effectué pas moins de 60 660 déversements d'eau usée non traitée dans les cours d'eau, les milieux naturels et le fleuve Saint-Laurent? 60 600 déversements une année, ça équivaut à plus de 166 déversements par journée en moyenne. Assez épouvantable, n'est-ce pas? C'est ce que nous révèle la nouvelle carte interactive lancée par la Fondation Rivière en septembre 2020. L'outil, qui présente en détail le nombre de déversements pour chaque ville et chaque station d'épuration ainsi que leur évolution à travers les années, est né d'un effort gigantesque, un vrai travail de moine à vrai dire. La Fondation, en collaboration avec des étudiants du programme de journalisme et de l'École des médias de l'UQAM, a en effet analysé et compilé pas moins de 8,5 millions de données transmises par les municipalités au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques entre 2011 et 2019. Le résultat est impressionnant, mais tout autant révoltant, et c'est un petit peu pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à y jeter un coup d'œil, l'adresse est disponible dans la description du vidéo ci-bas. Commençons d'abord par tenter de comprendre qu'est-ce qui cause ces déversements. On va citer la Fondation Rivière. Chaque station d'épuration a une capacité maximale de traitement qui se calcule en mètres cubes d'eau par jour, où 1 mètre cube d'eau est égal à 1000 litres d'eau. Ces stations sont alimentées par un réseau d'égouts entrecoupés de différents ouvrages, dont des stations de pompage et des ouvrages de surverse. La station de pompage a pour fonction de pousser l'eau vers la station, tandis que les ouvrages de surverse sont l'équivalent de disjoncteurs. Ils sont là pour protéger la station et le réseau d'égouts contre les surcharges d'eau. Quand il y a trop d'eau, en cas de forte pluie par exemple, le débit excède ce que le réseau est capable de prendre et cela provoque un déversement d'eau usée directement dans les rivières et le fleuve. Afin de pouvoir présenter les données de manière un petit peu plus concise, la Fondation Rivière a aussi publié un palmarès des villes les plus laxistes en termes de déversement. Plusieurs catégories sont présentées. Le nombre total de déversements, l'intensité des déversements, ainsi que le même indice en fonction du nombre d'habitants. Leur palmarès fait mention des 50 premières villes dans chacune des catégories, mais pour être plus bref dans cette vidéo, je vais plutôt vous présenter le top 10 sous forme de tableau. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause n'importe quand pour pouvoir analyser les données. Juste avant d'analyser ces données, j'aimerais mentionner qu'à chaque fois qu'un déversement a lieu, des matières fécales, mais aussi des mégots de cigarettes, des feuilles de papier, des tampons, des lingettes et une foule d'autres solides qui ne se décomposent pas sont flushés dans la rivière, les lacs ou le fleuve. C'est une abomination qui ne devrait jamais se produire et qui se produit, comme je l'ai dit plus tôt, près de 166 fois par jour en moyenne au Québec. Il serait possible de parler de chacune des villes présentées dans ce palmarès peu glorieux, puisque le seul fait de se tailler une place dans un de ces top 10 démontre une problématique certaine. Je vais cependant me concentrer sur les 3 premières positions de chacun des top 10, Québec, Longueuil et Montebello. La ville de Québec est l'un des pires cancres dans le domaine de la pollution de l'eau. La deuxième plus grosse ville du Québec se classe effectivement première dans le nombre de déversements et quatrième dans l'intensité. 3180 déversements en un an, il faut le faire quand même. Ça représente plus de 8 déversements par jour chaque jour de l'année. C'est donc dire qu'en ce moment même, si vous habitez à Québec, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, la ville pourrait tout simplement être en train de polluer le fleuve. Actuellement même, c'est pas une blague. Parce que si on pousse le calcul plus loin, bien, ça fait un déversement à chaque 2h45. Mention spéciale à la ville de Saguenay d'ailleurs, qui a presque autant de déversements que Québec, c'est-à-dire 2931, tout en ayant près de 4 fois moins de population. En termes d'intensité, la ville de Longueuil est vraiment dans une classe à part. En effet, son score est 3 fois plus élevé que la ville en deuxième position, Laval.
En passant ce critère d'évaluation, le terme d'intensité, ça a été peaufiné par la Fondation Rivière parce que ce n'est pas une donnée qui existait dans toutes les données fournies par les municipalités au ministère de l'Environnement. Je vous l'explique en les citant encore une fois. Il est très difficile de mesurer la quantité d'eau usée qui s'échappe dans les rivières en cas de déversement. Ces données n'existent tout simplement pas. Par contre, on connaît la taille de chacun des ouvrages qui débordent. On sait aussi que plus un ouvrage est grand et plus le volume d'eau usée rejeté en cas de déversement risque d'être élevé. C'est pourquoi nous avons développé l'indice de l'intensité des déversements, un indice qui tient compte du débit de conception de la station d'épuration, de la grosseur de l'ouvrage qui a débordé et de la duration de chacun des déversements. Cette pondération permet aux citoyens et aux élus de comparer l'impact probable des déversements de leur municipalité avec les autres municipalités au Québec et de voir l'évolution au fil du temps. Fait que c'est vraiment un critère qui est super intéressant et important. Puis, en fait, on a souvent tendance à pointer Montréal dans le dossier des déversements et de la pollution de l'eau en raison du volume à traiter et de sa grande population. Cependant, d'après les données publiées, il semble que la métropole ait un excellent bilan si on la compare à Longueuil. Effectivement, Montréal possède environ 8 fois plus de citoyens que Longueuil. On parle de plus de 2 millions de personnes comparativement à près de 250 000. Mais l'intensité de ces déversements est approximativement 4 fois inférieure. Ça reflète bien qu'au niveau de l'intensité des déversements par habitant, on parle de 2,4 pour Montréal et 49,2 pour Longueuil. Donc, les stations de Longueuil polluent le fleuve dans une proportion absolument effrayante et ça devrait être corrigé le plus tôt possible. La troisième et dernière catégorie est pour le moins intéressante. Elle regroupe beaucoup de plus petites municipalités qui ne se retrouveraient pas dans le palmarès en raison de leur petite taille, mais en les catégorisant selon leur nombre d'habitants, on peut déceler les usines problématiques. C'est le cas de la petite ville de Montebello, en Outaouais, dont les ouvrages ne débordent pas assez souvent pour se retrouver dans le top 50. Ils ont eu seulement 116 déversements en 2019. Mais en considérant que cette ville-là ne compte que 983 habitants, ça représente quand même une pollution assez épouvantable. Questionné à ce sujet par un journaliste de la presse, André Bélanger, le directeur général de la Fondation Rivière, affirme que c'est un grand mystère. Probablement qu'ils sont paresseux. Tu envoies ton tuyau loin au milieu, ça se dilue, les gens ne s'en rendent jamais compte. On ne les voit pas, les polluants. Tous ces déversements, qu'ils soient accidentels, exemple lors d'une grosse pluie, ou planifiés, exemple pour réparer l'équipement, respectent les normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Comment peut-on accepter que les usines d'épuration rejettent autant d'eau usée dans les cours d'eau, dont le fleuve Saint-Laurent, dans 70% des cas, impunément de la sorte? Les médias n'en parlent presque jamais, les gens sont rarement au courant de la gravité des choses, et jour après jour, on continue à polluer notre ressource la plus importante, l'eau. Dans les bureaux du MELCC, ça ne semble résolument pas un dossier prioritaire. Je me permets de citer la Fondation Rivière à nouveau. À l'heure actuelle, les normes de rejet de contaminants dans l'environnement ne tiennent pas compte de l'évolution dans le temps de la capacité des milieux naturels à tolérer la pollution. En effet, toutes les municipalités du Québec sont encore en attente depuis 2014 de recevoir leur attestation d'assainissement, une nouvelle norme qui viendra établir le nombre maximal de surverses que peuvent tolérer les différents bassins versants et les normes de traitement à atteindre. Or, le MELCC n'a encore émis aucune attestation en vertu de ce règlement. Selon les informations obtenues, le processus d'émission des attestations serait complété en 2026, soit 12 ans après l'adoption du règlement. Le communiqué choc de la Fondation Rivière expose également le genre de passe-passe légal qui explique le bilan peu reluisant et littéralement odorant de ce dossier. L'usine de traitement des eaux usées de la municipalité X a été construite en 1986, alors que les normes de rejet étaient beaucoup plus laxistes. Puisque l'usine n'a fait l'objet d'aucune modification depuis sa construction, ce sont les règles de l'époque qui s'appliquent toujours. De fait, la municipalité peut polluer les cours d'eau en toute légalité sans crainte d'éventuelles sanctions. La municipalité Y a obtenu l'aval du MELCC pour construire un immeuble de 70 unités de condominium en bordure d'une rivière. Cette autorisation est conditionnelle à l'augmentation de la capacité de traitement de ces systèmes d'assainissement. Or, le MELCC accorde un délai de 8 ans à la municipalité pour se conformer aux normes, malgré l'augmentation immédiate des unités de logement sur son territoire. 8 années de surverse supplémentaires sont ainsi légalement autorisées, alors que quelques mois suffisent pour augmenter la capacité des usines et des stations de pompage ou pour réduire les apports d'eau.
Les municipalités n'ont d'ailleurs rien à craindre du MLCC en termes de représailles, puisque ce dernier a émis seulement 23 sanctions depuis 2014, dont 18 pour le non-respect des délais administratifs de transmission d'informations obligatoires. Aucune sanction pénale ou pécuniaire relative à la contamination de l'eau pour des rejets au-delà des normes permises n'a été émise par le MLCC. Les données colligées par la Fondation Rivière exposent un système inadéquat, mais la déficience va encore plus loin. Si vous n'étiez pas encore assez découragé, attachez votre sucre avec la broche. Même s'il n'y avait aucune surverse et que toutes les usines d'épuration traitaient 100% du volume d'eau généré par les Québécois, je tiens à rappeler qu'on est vraiment loin de cet objectif, comme vous pouvez le constater en écoutant cette vidéo, l'impact sur l'environnement serait tout de même substantiel. En effet, l'efficacité d'une bonne partie des équipements à travers la province est relativement basse. Concrètement, selon la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau, la pollution journalière générée par une personne consommant de 150 à 200 litres d'eau par jour, soit la moitié de la moyenne québécoise étant de 400 litres d'eau par jour utilisée. Cette consommation-là, ça représente un rejet dans l'environnement concrètement de 70 à 90 grammes de matière en suspension, 60 à 70 grammes de matière organique, 15 à 17 grammes de matière azotée, 4 grammes de phosphore et plusieurs milliards de bactéries, dont certaines, comme les coliformes fécaux, représentent une menace à la santé humaine. Afin de mettre en perspective l'importance du problème, citons le cas de l'usine d'épuration de Montréal, qui traite environ 40% de toute l'eau usée de la province. Parce que l'usine n'effectue qu'un traitement primaire de l'eau, soit une filtration des matières solides, ces rejets sont une grande source de pollution organique, de contamination bactériologique et de produits chimiques de toutes sortes. Les experts estiment que ces rejets dans le fleuve Saint-Laurent ont un impact sur la qualité de l'eau jusqu'à 145 km en aval. Selon André Bélanger, le directeur général de la Fondation Rivière, quand on regarde le fleuve des Airs, ce qu'on voit, c'est une bande brune qui part de Montréal et qui s'en va jusqu'au lac Saint-Pierre. À noter que l'implantation d'une usine d'ozonation est dans les plans pour améliorer la qualité du traitement qui est fait à Montréal. Mais puisqu'on nous annonce que ce procédé va être implanté depuis 2008, puis que la date estimée est maintenant établie à 2023 au minimum, contrairement à toutes les vies aquatiques à l'aval de Montréal, je ne vais pas retenir mon souffle. Il est difficile de ne pas être bouleversé par cette triste réalité, surtout si vous avez la fibre environnementale comme moi. Je crois qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que notre bilan sanitaire est inacceptable et qu'une rectification s'impose. En juin 2020, un regroupement de 45 organisations ont fait parvenir une lettre ouverte au gouvernement, les pressant d'investir dans un grand chantier de l'eau. Nous estimons que le temps est venu pour le gouvernement d'agir avec rigueur, concrètement et efficacement pour protéger les cours d'eau du Québec et pour assurer aux Québécoises et aux Québécois des accès publics aux rivières qui soient propres et sanitaires. Rappelons que c'est à la suite de la création du ministère de l'Environnement en 1979 par Marcel Léger, sous le gouvernement de René Lévesque, que le grand chantier d'assainissement a été mis en œuvre. Le programme d'assainissement des eaux du Québec, de l'ordre de 6 milliards de dollars sur une période de 10 à 20 ans, était une priorité pour l'État dans toutes les décennies 1980 et 1990. Avant cela, le Québec épurait seulement de 6 à 10 % de ses eaux usées domestiques et industrielles. Or, après 40 ans et des sommes d'argent public conséquentes, le Québec se contente du strict minimum. Depuis toujours, pour stimuler l'économie, les gouvernements lancent de grands chantiers. Cette fois-ci, pourquoi ne pas saisir l'occasion et mettre en œuvre un grand chantier de l'eau propre? En ces temps de ralentissement économique, ne serait-ce pas là un chantier parfait pour relancer l'économie? Mais cela est évidemment trop demandé à la CAQ qui, avec son projet de loi 66, qui est une nouvelle mouture de son projet de loi 61 qui a grandement été contesté par la population plus tôt en 2020, elle veut plutôt faire passer la relance économique en sabrant les évaluations environnementales et en construisant pas moins de 181 nouvelles infrastructures comme des belles autoroutes. Je niaise pas, là. Vous irez voir tout ce qu'ils ont inclus dans leur projet de loi 61 l'automne dernier. On se croirait à l'époque de Duplessis. J'aimerais tant que l'entièreté des faits énoncés dans cette vidéo soit en fait une mauvaise blague publiée pour le Poisson d'avril, mais tout cela est véridique et vérifié. Vous irez voir toutes les sources dans la description de vidéo. Comme dans bien les dossiers environnementaux, on fonce tout droit dans le mur et au lieu de changer de direction, on appuie sur l'accélérateur. C'est épouvantable. Bref, au Québec, on prend vraiment nos cours d'eau pour des poubelles. C'est toutefois sans malice et vraiment sans s'en douter que l'eau usée que vous générez se retrouve sans traitement dans les cours d'eau. C'est le système de traitement qui est conçu ainsi.
Lorsqu'on pousse plus loin les recherches, il devient clair que la devise du ministère de l'Environnement dans le dossier pourrait être Business as usual. Le laxisme, tant au niveau du gouvernement que des villes, est apparent et bien franchement révoltant. Comment peut-on tolérer autant de pollution dans une ressource qui, je le rappelle, constitue de 60 à 70% de notre corps et est essentielle à la survie de tous les êtres vivants? Il faut cesser de se comporter comme si l'être humain était complètement indépendant de la nature, alors qu'il ne fait qu'un avec elle depuis toujours. Après avoir augmenté la charge toxique à tous les échelons de l'environnement, on se demande encore pourquoi près d'un Canadien sur deux attrapera le cancer dans sa vie, ou pour quelles raisons on retrouve de plus en plus de belugas morts sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Vivement un nouveau grand chantier de l'eau, parce qu'on est lentement, mais sûrement, en train d'éteindre la vie à petit feu, y compris la nôtre. Pour finir, si ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo vous inquiète, et ou vous répugne, je vous invite à le partager à tous vos amis, à votre famille, ainsi qu'à vos députés municipaux, provinciaux et fédéraux. On ne parle presque jamais du sujet et il serait grand temps qu'on se réveille en tant que société soi-disant développée. Si vous voulez agir concrètement dès aujourd'hui en tant que simple citoyen, je vous suggérerais de participer à l'initiative Diminuer les rejets toxiques dans l'eau, j'agis aujourd'hui, du Réseau des femmes en environnement. Vous retrouverez le lien plus bas dans la description. Je vous invite également à faire un don à la Fondation Rivière, qui fait un travail absolument phénoménal dans le dossier de la protection de l'eau au Québec. Sérieusement, je leur tire mon chapeau bien bas, parce que sans leur carte interactive, j'aurais jamais pu aussi bien véhiculer cette information ô combien capitale. Vous retrouverez un lien pour financer leur carte interactive dans la description du vidéo, de même qu'un lien pour devenir bénévole. Je sais qu'ils préparent des actions citoyennes pour ce printemps et ils vont avoir besoin d'aide de gens conscientisés, vaillants et impliqués. Pour finir, un dernier petit complément d'information. Saviez-vous qu'en 2020, 81 municipalités rejetaient encore leurs égouts dans les cours d'eau sans aucun traitement? On ne parle pas juste de surverse, là, on parle aucun traitement. Vous avez bien entendu, ces villes-là canalisent leurs eaux usées, mais n'ont pas d'usine de traitement. Tout ça se retrouve dans les cours d'eau sans aucun traitement, c'est absolument épouvantable. En fait, quelques-unes ont un système de dégrillage permettant de filtrer les solides, mais c'est tout. On s'entend qu'une grille pour traiter de l'eau usée brute, c'est pas écœurant, hein?